Welcome les amis, on se retrouve pour ma toute nouvelle chronique, les inconnus du ring. Donc dans cette chronique, je vous présenterai des catcheurs du circuit indépendant. Mais bon là, j'avais envie de faire un numéro spécial pour la toute première. Et je vais vous présenter toute une fédération de catch. Vu que je vais vous présenter l'histoire de la TNA. Étant donné que je suis Mister TNA, je pense que je suis un des mieux placés pour vous faire justement son histoire. Et donc la TNA a débuté, c'était le 20 mai 2002. Et donc c'était une filière de la NWA. Donc cette filière-là a été créée par Jeff Jarrett et a vu dans ses premiers shows s'imposer de grands faces. Je vais bien sûr parler donc de Ken Shamrock qui a été le tout premier champion de la NW, enfin de la TNA sous l'ère NWA. Et Edge Styles qui est devenu le premier champion de la X Division de la TNA sous l'ère NWA et qui, si je ne me trompe pas, est devenu le premier champion de la TNA sous l'ère de la TNA, c'était en 2007. Voilà, donc je disais à la base, donc ce show a été créé par Ken Shamrock et présenté chaque semaine, excusez-moi, et présenté chaque semaine ce qu'on appelait des weekly pay-per-view. Et donc ces weekly pay-per-view étaient en fait des shows normales mais qui étaient disponibles en paiement à la séance, donc comme un pay-per-view de la WWE ou de n'importe quelle autre fédération de catch. Et donc dans ces weekly pay-per-view, on pouvait voir des anciennes superstars qui de la WWE et d'autres fédérations. Donc je peux notamment citer Scott Hall, qu'on connaissait aussi sous le nom de Razor Ramon, et donc qui était un des outsiders de la NWO. Il y a Ultimo Dragon qui a fait quelques apparitions, et il y a Sabu qui a marqué, enfin qui selon moi a marqué la TNA sous cette ère entre 2002 et 2004 à peu près, même s'il est resté un peu plus longtemps. Et donc justement sous l'impulsion de ces vieux, j'ai envie de dire, la TNA a commencé à prendre de la grosseur. Et donc en 2004, elle a un peu laissé de côté la NWA pour s'envoler de ses propres ailes. Et donc ce qui a marqué l'envolement de ses propres ailes est surtout, et je pense, la X Division, qui est vraiment un pur produit de la TNA. Vu que vous pouvez retrouver ça n'importe où, enfin vous ne pouvez pas retrouver ça dans les autres fédérations de catch. Donc comme je l'ai dit, c'est AJ Styles lors du deuxième show de la TNA qui a ouvert le bal de la X Division en gagnant un match. Alors, avant que j'énumère la stipulation, il y en a au moins pour 10 minutes. Hein, c'était un faux corner, 2 out of 3 fall elimination match. En fait, la règle était simple. Deux personnes commençaient sur le ring, deux autres étaient à l'extérieur. Lorsqu'on se prenait un tombé ou une soumission, on perdait la manche et on sortait du ring. C'était une des deux personnes qui était dehors qui nous remplaçait. Lorsque l'on avait pris deux tombées ou deux soumissions, on était éliminé. Et la première superstar à avoir gagné deux tombées ou deux soumissions était déclarée vainqueur de ce Four Corner 2 out of 3 fall elimination match. Voilà, donc c'était AJ Styles qui avait gagné devant Jerry Lynn, Juventud de Guerrera et Psycho 6, si je me rappelle bien. Oui, donc voilà, c'était ça. Et donc justement, dans ces années 2004, l'X-Division a permis de, donc sous l'impulsion de Jerry Lynn, a permis de monter des futures étoiles montantes. Donc on peut penser notamment à Loki, qui a vraiment explosé selon moi avec lors de sa rivalité avec AJ Styles et Jerry Lynn pour le titre de la X-Division. On a eu Christopher Daniel qui lui aussi a explosé grâce à l'X-Division. Et on a Chris Sabin aussi qui a été un des piliers de cette X-Division. Et donc justement sous l'impulsion des vieux que j'ai cités avant, sous l'impulsion de ces jeunes, ces stars montantes de la X-Division. D'ailleurs, la X-Division était faite pour n'avoir aucune limite. C'était vraiment de très très beaux matchs qu'on pouvait voir à l'époque. Des matchs épiques qui peuvent ressembler à ce qu'on voit sur le circuit indépendant. Voilà, c'était pour montrer, enfin c'est pour vous dire qu'encore vraiment cette X-Division c'est un truc que vous pouvez voir, fait que vous ne pouvez pas voir ailleurs. C'est un pur produit TNA et ça le reste
Et ça le restera sûrement jusqu'à la fin de la TNA. Et donc justement, sous cette impulsion jetée par la X-Division, la TNA a commencé à créer des choses. Elle a commencé à prendre des risques. Déjà, le tout premier risque qu'elle a pris, c'est un risque notable, c'était l'Ultimate X-Match. Donc vous pouvez voir la photo en plein milieu de votre écran. L'Ultimate X-Match, c'est un match où en fait le titre est suspendu sur des câbles qui sont comme les cordes sur le ring. Vous n'avez pas le droit de monter à l'échelle. Le seul moyen de gagner le match est de monter par quelconque les moyens, fait par n'importe quel moyen possible et imaginable sur les câbles et de décrocher l'objet qui était suspendu. Alors principalement l'objet suspendu était le titre de la X-Division ou un X afin de quand c'était pour couronner les contenders number one. Parce que justement la X-Division était faite, comme je l'ai dit il y a quelques instants, pour avoir aucune limite. Ils se sont dit les bookers de la TNA et sûrement d'autres personnes derrière se sont dit quelle meilleure stipulation pour montrer le côté no limite de la X-Division que de mettre une stipulation où tout peut arriver, c'est-à-dire qu'on peut faire des chutes de plus de 3 mètres de haut. Je me rappelle d'une chute, alors je crois que c'était Homicide, qui avait mis un jumping cutter, donc un RKO, à Frankie Kazarian, qui est en train de faire une chute du haut du câble. C'est vraiment, et voilà, ça avait abîmé les organismes de tous ceux auxquels il participait. Et ça aussi, c'est un match qu'on ne peut pas voir ailleurs. La deuxième grande invention de la TNA est bien sûr le Lethal Lockdown qu'on peut voir toutes les années maintenant dans le pay-per-view Lockdown. Alors c'est simple en fait, on a deux équipes de 5 personnes. Donc le match commence avec deux catcheurs, donc un de chaque équipe. Alors ça a varié pendant le temps, mais en moyenne c'était toutes les 1 minute 30. Une nouvelle personne de n'importe quelle équipe entre sur le ring. Bon, bien sûr, cela a été réglé, c'est-à-dire que au début ou pendant le show où il y a le Lethal Lockdown, on a un match entre deux personnes de l'équipe et la personne gagnante reçoit entre guillemets l'avantage du Lethal Lockdown qui en fait permet que c'est la superstar de son équipe qui rentre à chaque fois qu'il y a une situation d'handicap. C'est-à-dire, c'est une personne de son équipe qui est la troisième rentrante, qui est la cinquième rentrante, qui est la septième rentrante, qui est la neuvième rentrante. Enfin, voilà, c'est une personne de son équipe qui rentre à chaque fois pour permettre un handicap. Bon, bien sûr, cet handicap-là est réglé à la fin lorsque la 10e personne rentre sur le ring. Donc, justement, lorsque la 10e personne rentre sur le ring, le toit de la cage, donc ce match est en cage, et le toit de la cage descend, et des objets sont suspendus. Alors on peut avoir n'importe quel objet. On a déjà eu des crosses de hockey, des poubelles, des battes de baseball, des fils de barbelés, des tables, des échelles, tout, tout ce que vous voulez. Enfin, tout ce que vous pouvez imaginer plutôt est accroché sur le toit de la cage. Et à partir de là, c'est la règle du premier tombé ou de la première soumission. C'est-à-dire que si un membre d'une équipe fait le tombé ou la soumission sur un autre membre de l'autre, enfin sur l'autre membre de l'autre équipe, alors l'équipe est gagnante. Donc il n'y a pas d'élimination, il n'y a rien. Alors ceci a été piqué entre guillemets, enfin c'est plutôt un mélange du World War qu'on pouvait voir à la WCW et de l'Elimination Chamber qu'on peut voir à la WWE. Donc si je me rappelle bien, le tout premier match c'était la team Christian contre la team X-Pac. Si je me rappelle bien, mais j'en suis pas sûr. Ça date quand même. Mais bien sûr, on a eu d'autres inventions faites par la TNA, notamment une invention encore plus hardcore que le Lethal Lockdown. Vous pouvez me dire, mais comment on peut faire plus hardcore qu'une cage avec plein d'objets? Eh ben, c'est le Monster Ball Match qui a été très popularisé par Abyss, qui est une superstar dont je parlerai plus tard dans la vidéo. Et donc cette superstar-là a inventé et popularisé le Monster Ball Match. C'est un match très simple, c'est un match hardcore, c'est-à-dire que le tombé peut se faire n'importe où et tout. Il n'y a aucune règle. Et donc, au préalable, bien sûr, c'est dans la
c'est dans la storyline. Au préalable, les deux superstars sont enfermés pendant 24 heures dans une pièce toute noire. Cela, bien sûr, une storyline permettait soi-disant d'augmenter la violence du match. Et donc justement, pour tellement la violence était augmentée que lors des premiers lors des premiers Monster Ball, on avait les personnes qui terminaient quasiment en sang le match parce qu'on avait de tout. On avait des fils de barbelés, on avait voilà, c'était vraiment des matchs assez sanglants, des matchs assez hardcore, mais des beaux matchs quand même parce qu'on avait quand même de la bonne qualité in ring malgré tout. Et donc voilà, c'est vraiment une invention qui est très hardcore, qui continue toujours maintenant, mais qui est moins hardcore bien sûr, la PJRA étant passée par là, mais qui utilise quand même beaucoup d'objets. C'est vraiment des matchs qu'on voit rarement. C'est des matchs d'une violence qu'on ne peut quasiment plus voir à la WWE. Alors j'émets un doute parce que la nouvelle génération de la WWE a l'air de vouloir renouer avec l'hardcore. Donc, mais pour le moment, le genre de stipulation comme ça, on en voit rarement dans la fédération de Stanford, donc la WWE. Et donc la dernière invention, enfin c'est pas une invention, mais c'était une grande caractéristique de la TNA de 2004 jusqu'à 2010, c'est le fameux ring à 6 côtés. Donc ring à 6 côtés qui a repris cette année, mais qui de 2010 jusqu'à cette année n'était pas à 6 côtés, et de 2002 à 2004 non plus. Donc ce ring à 6 côtés a été pris de la Triple A, une fédération mexicaine. Et donc c'est un ring à 6 côtés, donc normal. Mais non, pas normal, mais je veux dire, tout ce qui se passe dans le ring est normal. Et voilà, c'était vraiment une caractéristique de la TNA. Et selon moi, c'est ce qui a permis à la fédération du Tennessee ou d'Orlando, vu qu'il y a deux sièges sociaux, de monter au top, enfin quasiment au top, vu qu'elle a à un moment elle avait même concurrencé la WWE, mais j'en reparlerai plus tard dans la vidéo. Mais et donc voilà, mais même si après il y a eu cette fameuse rechute de la TNA que j'évoquerai aussi. Justement, suite à ces années de création, la TNA a pris une telle ampleur que les weekly pay-per-view, enfin que les gens demandaient plus que les weekly pay-per-view. Et donc là, ils ont commencé à faire un weekly show, donc un show gratuit, enfin gratuit qui est diffusé sur des chaînes de télé. Après, les chaînes de télé, est-ce qu'ils sont gratuites ou pas, ça, voilà, tout dépend de l'argent. Donc, il s'appelle Impact. Ils ont aussi commencé à faire des vrais pay-per-view à ce moment-là. Et justement, vu qu'il y avait plus de shows et tout, forcément, on pouvait montrer de plus en plus de nouvelles personnes à la TNA. Et donc, arrêter avec rien que la X Division et les vieux. Même si, voilà. Et quelques personnes de l'ancienne NWA. Et donc, on a commencé à voir d'autres stars montantes dans ces années 2004-2005. Alors, j'ai pris pour repère jusqu'à 2006, mais la vague de nouveau a continué bien après avec d'autres superstars moins connus, mais je l'évoquerai plus tard. Et donc dans ces stars montantes, on peut en citer quand même quelques-unes. Bon, il y a AJ Styles que j'ai cité au début, on a R-Truth qui est parti depuis à la WWE, et enfin on a cette nouvelle génération qui est arrivée. Cette nouvelle génération qui maintenant est au top de la TNA, que maintenant vous pouvez voir sur vos écrans si vous me regardez en train de commenter Impact Wrestling sur Wrestling Football, ou si vous regardez Célian Varini et Grégory Beas, je crois, sur ma chaîne sport, ou si vous écoutez Taz sur des sites pas très légaux, ou sur une version anglaise légale. Bref, vous regardez, si vous regardez la TNA de n'importe quelle manière possible et imaginable, vous pouvez voir cette génération-là au top maintenant. Bon, certains sont peut-être partis depuis. Donc dans cette fameuse génération, on peut évoquer les noms de Bobby Roode, mais on en reparlera. Justement, en parlant de Bobby Roode, parlons de celui qui a marqué la carrière de Bobby Roode en devenant en 2008 son partenaire par équipe. Je vais bien sûr parler de James Storm. James Storm en fait partie de cette génération montante. Il y était au début de la TNA vu qu'il faisait partie des American Most Wanted.
Et en 2004, il a commencé à exploser, il a commencé à se mettre petit à petit dans de grandes rivalités. On peut noter quand même la rivalité entre la Triple X et l'American Most Wanted, pareil avec V-Naturals. C'était vraiment, voilà, on a commencé à voir James Storm comme l'icône tag team de la TNA. Et d'ailleurs, ça a continué à l'être. On peut citer bien sûr Frankie Kazarian, qui était dans le premier Ultimate X match et qui a marqué la X-Division quelle que soit l'époque. Alors oui, maintenant Frankie Kazarian n'est plus à la TNA, il est parti à la ROH, tout comme Christopher Daniel que j'ai cité auparavant sûrement dans les championnats X-Division. Mais voilà, Frankie Kazarian a quand même marqué son empreinte dans la TNA. On a bien sûr Samoa Joe qui est notre actuel champion X-Division et qui a été champion poids lourd en 2007. Et lui, pareil, il a explosé dans cette génération-là. Certains qui peut-être regardaient la TNA à cette époque se souviennent sûrement de sa longue série de victoires qui je crois, s'était arrêté avec Kurt Angle. Ce qui est quand même, je crois qu'il a été tenu plus d'un an et demi sans être battu. Et il n'y a que Jay Briscoe à la ROH qui a fait mieux, vu que Jay Briscoe lui est resté 2 ans sans prendre un tombé. On a bien sûr Abyss dans cette génération. Bon, Abyss, lui, a peut-être moins explosé que les autres, selon moi, mais a quand même bien explosé. Et vu que c'est quand même l'inventeur de tous ces matchs hardcore, tous ces matchs sanglants que vous pouvez voir à la TNA. Il a quand même eu des moments à la TNA que je pense beaucoup s'en rappellent. On peut se rappeler de sa rivalité en 2004 avec Sabu et Jeff Hardy. Jeff Hardy qui était dans cette fédération-là en 2004. On peut se rappeler bien sûr de quand il est passé à travers une table suite à un powerbomb de Bully Ray. On peut se rappeler de ses punaises. On peut se rappeler de ses tables en verre. On peut se rappeler de ses barbelés. Notamment des 2 matchs où des 2 Barbed Warrior match. Enfin, Barbed Wire Massacre match qu'il avait fait contre Sabu et Jesus Messias. Voilà, donc pour moi, Abyss a vraiment marqué aussi la TNA. Et donc justement, ces 4 personnes-là, bon, vous avez sûrement pu le remarquer dans mes explications, on sont quand même passés dans cette génération X-Division quand même avant. Et ça a amplifié quand même le phénomène de nos limites de la X-Division, étant donné qu'Abyss et Samoa Joe n'ont pas le poids de... Ils sont quand même pesés à, je crois, plus de 130 kilos eux deux. Donc c'est pas un poids qu'un cruiserweight ou qu'une personne high flying a normalement. Mais justement, ils étaient capables de faire des gestes qu'AJ Styles pouvait faire. Et cela vraiment a permis de renforcer le côté no limit de la X-Division. Et c'est ce qui a fait exploser. Donc cette génération-là que je viens de vous citer, et ceux qui ont gagné le titre de la X-Division au tout début, ça a permis vraiment d'exploser ce grand groupe. Et maintenant, ce groupe-là, vous pouvez les noms, ils sont connus dans la TNA. Bon, peut-être pas forcément par ceux qui ne regardent pas la TNA, même si je pense que vous en connaissez quand même certains d'entre eux. Mais par les puristes de la TNA, et même ceux qui ont découvert la TNA il n'y a pas si longtemps que ça, eux aussi, ils connaissent des noms de cette génération-là parce que ça a marqué la TNA. Mais il n'y a pas que ça d'ailleurs qui a marqué la TNA. Il y a aussi autre chose, c'est les relations avec le circuit indépendant. C'est-à-dire que la TNA, justement, dans ces années, après les années 2004, la TNA se portait quand même très très bien et commençait à monter au top. Il avait compris que pour monter encore plus haut au top, fallait du renfort. Et pour avoir du renfort, fallait piocher dans le circuit indépendant. Circuit indépendant, c'est d'ailleurs ce que fait Triple H maintenant la WWE, vu qu'il prend les gens du circuit indépendant pour les amener à NXT. Mais ça c'est une autre histoire. Eux, la TNA par contre sont restés tout le temps en relation avec le circuit indépendant. Et cela permettait, surtout dans les années 2006-2007, de voir des superstars comme Austin Harris. Bon, Austin Harris a commencé légèrement avant quand même à la TNA, mais combattait toujours à la ROH. On a vu CM Punk, juste avant qu'il parte à la WWE. On a vu Homicide. On a vu les British Invasion, donc Brutus Magnus et non pas Petty Williams. Et un autre que je me rappelle plus son nom.
Tiger Mask 4, on a vu plein de catcheurs japonais et mexicains combattre dans ce qu'ils appelaient The World Cup Edition, c'est-à-dire un show où en fait t'avais quatre équipes, quatre clans, un de la TNA, un qui disait international, t'avais japonais, t'avais mexicain, et ces quatre clans-là s'affrontaient sur un show. Et à la fin de ce show-là, il y avait un Ultimate X match pour déterminer qui était le champion, enfin quel clan était le champion World Cup. Donc pareil, dans des shows comme ça, on pouvait voir des gens du circuit indépendant. Donc justement, les gens que vous avez cités, Homicide, Dustin Harris, British Invasion, Tiger Mask 4, vous pouvez les voir en photo là. Mais bien sûr, il y en a d'autres qui sont passés par le circuit indépendant pour après arriver à la TNA. Donc moi, les noms qui me viennent à l'esprit, c'est des noms récents quand même. Mais on a bon, Samoa Joe, AJ Styles qui était la génération d'avant selon moi. On a ceux qui sont maintenant, c'est-à-dire alors attends, qui a marqué le circuit? Ben bien sûr, les Wolves, AJ Edwards, Davey Richard. On a eu je crois que Sanada, oui, Sanada est passé dans le circuit indépendant, mais ça j'y reviendrai plus tard aussi. Taigué Uno, dont j'y reviendrai aussi plus tard. Voilà, tout ce monde-là a apporté l'avantage du circuit indépendant. La Team 3D aussi avait fait un court instant au circuit indépendant en venant à la ROH. Bon, j'y reviendrai aussi plus tard. Et justement, sous ce push donné à des catcheurs indépendants, dont certains peut-être que plus tard je vous ferai une chronique sur eux, on sait jamais. Justement, ce push des superstars du circuit indépendant a renforcé encore plus la montée en puissance de la TNA. Mais sauf que malheureusement cette montée en puissance a commencé à être un peu mal vue et donc il a fallu remettre sur de bons rails la TNA. Et pour cela, qui de plus que de ramener des vieux? Alors oui, ça peut être risqué parce que même forcément les vieux ont une moins bonne qualité in-ring due à leur âge ou à leur poids pour certains que des jeunes du circuit indépendant qui ont un style assez technique, assez high-flying. Mais ces vieilles superstars-là étaient connues du grand public. Et donc, quand la TNA commençait à avoir un peu de baisse d'audience, le fait de ramener des superstars de la WCW ou de la WWE permettait à des gens qui étaient adultes à l'époque, mais qui ont vécu 10 ans en arrière la Monday Night Wars, de se dire ah tiens, cette superstar-là, ça fait longtemps que je l'ai pas vue, et de venir regarder la TNA pour voir ce que sont devenus justement ces vieilles superstars. Enfin, quand je dis vieilles, bien sûr, on peut citer les noms de Sting. Sting qui a marqué dans les années 2007-2008 la TNA. Booker T, qui a notamment créé The Legend Title. Kevin Nash, qui était là plus pour pusher la X-Division. On se rappelle notamment avec un tournoi qui, je crois, était gagné par Chris Sabin. La Team 3D, qui a continué, donc qui pushait les gens du circuit indépendant, mais qui continue aussi à gagner des titres. Notamment, je me rappelle d'un match en 2010, bon déjà d'une rivalité en 2008 avec les Motor Steam Machine Gun, et un match en 2010 où justement le match était juste fait pour que voilà la Motor Steam Machine Gun, Chris Sabin et Alex Shelley gagnent un titre par équipe, mais vu qu'on pensait que c'était le futur de la TNA, fallait qu'ils gagnent dans un match énorme. Et donc dans un match énorme, ils ont pensé à un truc, ils ont pensé à la Team 3D. Et justement, la Team 3D a très bien suggéré ce match-là en 2010 comment dire ça, en laissant pusher, enfin en laissant se pusher Alex Shelley et Chris Sabin, c'est-à-dire les laisser dominer le match, les laisser faire des belles prises et tout en eux en faisant des belles prises, en poussant leur catch quasiment au maximum pour que l'équipe d'à côté continue à pousser leur catch au maximum. Et c'était franchement, je pense pour moi, un des plus beaux matchs par équipe que la TNA n'ait jamais connu. Voilà, donc cette vieille génération-là a remis sur de très bons rails la TNA et l'a fait vraiment exploser à un niveau que dans les années 2010, la TNA a commencé à, comment dire ça, à rivaliser avec la WWE. Bon, malheureusement après, ils ont dû changer de créneau horaire parce que ça allait recommencer une Monday Night Wars. Et ni Dixie Carter, ni Vince McMahon ne voulaient voir ça.
Et justement, pourquoi ça a créé une presse comme Monday Night Wars? Parce que la WWE, à l'opposé, ils commençaient à lâcher un peu prise. Ils commençaient surtout à lâcher des catcheurs. Donc Jeff Hardy, Hulk Hogan, Ric Flair qui commencent à moins faire d'apparitions. Mister Anderson aussi, et d'autres bien sûr. À côté, on avait toujours ce reste de ECW qui avait envie de catch. Et on avait la jeune génération de la TNA qui commençait à être pêchée. Donc, le manque, enfin, comment dire ça, les départs d'ex-WWE, l'envie de catcher de la ECW et la jeune génération, donc les AJ Styles, les Kazarian, les Bobby Roode, les Rick Young, les Samoa Joe, tous ceux que j'ai cités auparavant même. Ces gens-là ont vraiment permis de créer un bloc. D'ailleurs, il n'y avait pas qu'un bloc, il y avait 3 blocs. En 2010, c'est ces 3 blocs-là qui, pour moi, ont porté la TNA. Et quasiment jusqu'en 2012 et l'arrivée des SN8, c'est ces personnes-là, c'est ces noms dont je vais en citer certains, qui ont permis à la TNA de survivre et même de concurrencer la WWE. Donc déjà dans ces 3 blocs, on a l'Immortal. Alors donc l'Immortal c'est quoi? C'est un clan qui a été créé par Hulk Hogan. Et donc dans ce clan-là, on pouvait trouver d'anciens WWE, donc Jeff Hardy, Matt Morgan et d'autres. Mais on pouvait aussi rencontrer des superstars de la TNA, Bobby Roode, James Storm, Abyss et d'autres. D'ailleurs, Eric Bischoff et Jeff Jarrett aussi, je crois, ont fait une apparition là-dedans. Donc ces personnes-là, bon, pour concurrencer ce clan-là, on a commencé à voir d'abord Fortune. Alors bon, bien sûr, ensuite la storyline a voulu qu'il y ait des trahisons, des passages de l'autre côté et tout. Mais en gros, Fortune était un peu une nouvelle apparition des Four Horsemen, mais version TNA. Donc bien sûr, on avait Ric Flair, vu que Ric Flair est un peu... Et je pense que moi j'ai cette opinion-là, et que d'autres ont la même opinion, et l'image des Four Horsemen. On avait AJ Styles, on a eu Bobby Roode, on a eu James Storm, on a eu Frankie Kazarian. Et donc c'est Fortune et Immortal ont commencé à rivaliser. Ensuite, on a vu l'arrivée de la ECW, enfin d'anciens ECW. On peut nommer bien sûr Mick Foley, G-Von et Bully Ray qui sont revenus, Raven, Tommy Dreamer, Jerry Lynn qui a refait son retour, et d'autres personnes. Et donc justement ces 3 clans-là, bon, qui se sont mis en rivalité, qui sont intervertis et tout, ont permis de montrer un renouveau, c'est-à-dire qu'on avait autre chose que les storylines avec les jeunes et les vieux. Là maintenant on avait 3 blocs, on avait trois grands clans, et franchement la chaîne est arrivée très très bien à jouer avec ces 3 grands clans, et ça a permis vraiment à la chaîne de faire concurrence à la WWE pendant très longtemps, enfin pendant quelques années quoi, mais ça fait quand même très longtemps pour ceux qui connaissent à peine la chaîne. Et justement, à cette période-là, on a vu le retour de Hogan et tout. Et ces vieux, entre guillemets, n'avaient jamais connu le ring à 6 côtés. Et donc, vu qu'on leur donnait de plus en plus d'autorité, d'ailleurs, l'exemple en est que Hulk Hogan était devenu général manager, plus tard plutôt. Et donc, justement, ils ont ramené le ring à 4 côtés. Donc ça, c'était en 2010. Et donc le retour du ring à 4 côtés a permis de revoir de voir un catch proche du catch de la WWE une époque. Et donc ça a justement augmenté ce côté de concurrence. Mais malgré, d'ailleurs, justement, excusez-moi, ce côté de concurrence a permis à la TNA de pouvoir développer autre chose que ce qu'il faisait auparavant. Quand je veux dire autre chose, je veux bien sûr dire des tournées. L'exemple en est de la tournée européenne qu'il y a eu cette année. Donc The Maximum Impact 6, ces tournées européennes, vous lui aurez mis il y a 4 ans, il y aurait pas eu de tournée. Mais c'est que vu que la TNA se sentait proche de la WWE, fallait bien sûr pour la concurrencer qu'il se rapproche de cette dernière. Et donc quoi de mieux que de se rapprocher de cette dernière en mettant bien sûr en faisant une tournée européenne, comme fait la WWE.
qui est d'ailleurs en France aujourd'hui pour le show de Paris-Bercy. Ceux qui sont à Paris-Bercy d'ailleurs, je vous, je vous dis, enfin, comment dire ça, je vous dis que vous avez de la chance, voilà. Et d'ailleurs, je ferai le TN Info vendredi en disant les résultats du show qu'il y a eu à Paris-Bercy. Malheureusement, je n'aurais pas assisté à ce show, j'habite un peu trop loin de Paris et monter pendant une journée de cours dans la capitale française me coûterait un peu de temps. Voilà. Donc ils ont créé une tournée européenne, je disais. Ils ont créé, alors bon, c'est pas un centre de développement, mais c'est un petit espace, on va dire. Donc dans ce petit espace, il faut, enfin, un petit espace d'antenne, bien sûr, vu que depuis quelques années, bon, maintenant ils ont arrêté, mais l'an dernier ils l'utilisaient beaucoup. Ils ont fait ce qu'on appelle le gut check. C'est-à-dire que chaque semaine, ou presque, ils faisaient catcher des jeunes superstars qu'ils rencontraient sur le circuit indépendant. Luke Harper, d'ailleurs, je crois, a déjà fait un gut check. Je crois qu'une superstar française aussi a déjà fait un gut check. On a eu Samuel Shaw qui est maintenant à la TNA qui a fait un gut check. Vimayon, je crois, a fait un gut check aussi. Rashad Cameron a fait un gut check. Voilà, ces jeunes superstars là qui ont du talent. Rubix et Trent Barretta ont fait un gut check. Ces superstars là qui ont du talent et qui ont fait un gut check, en fait, étaient évalués sur un match. Donc ils faisaient un match et un jury jugeait si oui ou non les personnes de ce match-là étaient intéressants. Donc c'est un peu comme les tryouts qu'on voit maintenant à la WWE. Sauf que eux, ils faisaient ça dans un show télévisé. Ils faisaient ça à Impact. Ça permettait aux spectateurs de découvrir justement ce qui peut-être plus tard était la nouvelle génération de la TNA. Bon, bien sûr, ça met du temps à se mettre en place et ça a été arrêté très vite parce que malheureusement ils n'avaient pas assez de superstars à développer, même s'ils ont quand même développé Samuel Shaw, Taigwe Uno, Vima Ion et Sanada quand même, qui sont sortis du gut check. Ensuite on a eu Explosion. Enfin, Explosion existait déjà avant, mais a été plus médiatisé à partir des années 2010. Et là, à ce moment-là, ça a permis de pouvoir faire des matchs où on voyait des superstars qu'on voyait peu à l'antenne, à l'instar d'un superstar ou d'un main event à la WWE. Et donc ça continuait ce côté de concurrence à la fédération de Stanford. Et le fait comme ça d'augmenter ce côté de concurrence, ça attire encore plus. Parce que, imaginez, vous êtes un support, vous regardez la WWE, et vous entendez quelqu'un à côté dire oh c'est mieux la TNA. Vous allez quand même jeter un coup d'œil à la TNA. Donc ça attire de l'audimat, ça continue. Et donc la TNA a commencé comme ça à être de plus en plus médiatisée. Bon malheureusement ça s'est assez mal terminé pour la TNA, vu que cette dernière a eu quelques soucis financiers justement durant cette entre guillemets rivalité. Et depuis l'an dernier les pay-per-view, enfin, il n'y a plus de pay-per-view. Enfin, du moins, s'il y en a encore, il n'y en a que 4. Donc les 4 pay-per-view qui restent, c'est Lockdown qui est en avril. Il y a Sacrifice qui arrive au mois de mai. Il y a donc Lockdown, Sacrifice, il y a Slammiversary pendant l'été. Et il y a Bound for Glory au mois d'octobre. Ça, c'est les 4 pay-per-view qui restent à la TNA. Les autres mois, à la place des pay-per-view qu'il y avait avant, il y a des shows spéciales. C'est-à-dire que Impact, en fait, donc Impact qui est le show de la TNA, prend un côté spécial. Exemple, là récemment, on a eu le Impact spécial Hardcore Justice, le Impact spécial Destination X, le Impact spécial No Surrender, qui sont donc d'anciens pay-per-view. Et le fait d'être... et donc, ça, c'est juste des choses spéciales, mais c'est rien de plus qu'un weekly normal. Et donc, il fallait quand même compenser, parce que si on enlève des pay-per-view, malgré le fait que ça coûte cher, ben ça enlève de l'argent aussi. Donc, il faut créer à côté d'autres pay-per-view, mais des pay-per-view qui coûtent moins cher. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est le principe du Why Night Only. C'est-à-dire que lorsqu'ils font des taping TV dans les différentes villes, vu que maintenant les impacts sont préenregistrés,
La TNA se réserve 3 heures de taping, donc 3 heures d'enregistrement, et dans ces 3 heures d'enregistrement, ils font combattre des superstars de l'époque, qui étaient à la TNA maintenant, mais qui sont plus comme des superstars qui sont à la TNA maintenant et qui restent comme des superstars qui n'ont même jamais mis les pieds à la TNA. L'exemple de Bad Gun, je crois que c'était pour World Cup, un l'exemple parfait. Bad Gun, moi, en tant que fan de la TNA, je ne le connaissais pas. Enfin, je le connaissais de nom parce que ben il vient d'Europe et que voilà. Et donc, et donc ils ont fait ça. Ils mettaient des matchs de championnat quelquefois, des vieilles rivalités, mais c'était du One Night Only, c'est-à-dire seulement pour une nuit. Bon, malheureusement, le gros défaut de ce One Night Only, ça pourrait faire un truc énorme, mais malheureusement, ils ont fait un très gros défaut de ce One Night Only, c'est qu'ils le diffusent quelques mois après. Et donc, ben, malheureusement, il y a certaines personnes qui ont tourné face ou tourné heel entre temps. Et donc, ça fait que, ben, des fois, moi, je suis un peu perdu quand je regarde un One Night Only. Parce que ça ne respecte pas la FUD, les FUD qu'il y a à ce moment-là. Mais bon, c'est qu'un détail parce que ça reste quand même des shows très très bien. Et donc, le manque d'argent a aussi créé le renvoi de certaines superstars. Ou alors, c'est le départ de certaines superstars. Christopher Daniel, Frankie Kazarian, AJ Styles, Sting. Et donc, il faut les remplacer. Ces top heel et ces top face qui sont partis. Et donc, pour les remplacer, on a justement on a pioché les gens, enfin, dans les gens qui faisaient partie de la génération des Christopher Daniel et tout, mais qui n'ont jamais eu de titre international, enfin, de titre poids lourd plutôt, et qui n'ont jamais eu de main event à leur portée, vu qu'eux, ils étaient bloqués dans des par équipes, dans des X-Division, mais jamais pour le titre suprême. L'exemple parfait en est quand même cette année. Cette année, on a eu Magnus qui a touché son premier règne de champion du monde et Eric Young. Ces deux personnes-là sont la TNA quasiment depuis le début. Eric Young depuis le début, et d'ailleurs il a gagné tous les titres à la TNA, même celui féminin, enfin même ceux féminins vu qu'il y a eu plusieurs titres féminins. Et Magnus qui est à la TNA depuis 2006 à peu près. Enfin, il est apparu à la TNA, il est reparti, il est réapparu, il est reparti, puis maintenant il y reste. Et donc justement ces personnes-là, donc c'est Magnus, c'est Eric Young, permettent de redonner un élan, mais tout en conservant les bases de la TNA. C'est-à-dire qu'on met pas des tout nouveaux comme ça champions, non, on met des gens qui savent le roulement de la TNA, qui savent comment ça va se passer, comment et tout. Et donc ça permet de faire un peu plus de recettes. Bon, pas le fait de nouveaux champions, mais surtout les Why Night Only font faire un peu plus de recettes. L'arrivée des Eric, le push des Eric Young et des Magnus permettent de faire un peu oublier les départs des AJ Styles, des Christopher Daniel et tout. Et ça permet d'essayer au jour d'aujourd'hui. Oui, je sais, certains me diront que c'est pas français au jour d'aujourd'hui, et vous avez raison, j'en m'en excuse. Donc là, au moment où je vous parle, ça permet d'essayer de remettre la TNA sur de bons rails. Parce qu'il faut dire ce qu'il y a avec les problèmes financiers, la TNA, elle est à la limite de fermer cette année, elle est à la limite de fermer ses portes. Mais l'arrivée, le push, mais donc l'arrivée en main event de ces superstars-là, ça la remet vraiment en place. D'ailleurs, ils ont maintenant à la TNA, vous pouvez voir des superstars qui ont fait le gut check, des superstars du circuit indépendant. Donc je pense à Sai Sanada, qui a quand même été champion de la X-Division en milieu d'année. Taigué Uno, Kenny King, qui fait partie de la bande Arishu. On a Gunner, qui avait fait le gut check. Et donc, à contrario, on a aussi des anciennes WWE qui sont plus utilisées et qui eux ont envie de combat. MVP par exemple, qui était parti sur le circuit indépendant. Bobby Lashley, qui lui était parti faire de l'UFC. Mr. Anderson, qui était plus utilisé à la WWE comme étant jugé trop dangereux. Kurt Angle, qui était plus utilisé à la WWE non plus. Bon, même si Kurt Angle est arrivé plus tôt quand même à la TNA. Et ce contraste entre
les anciennes WWE qui ont tous débarqué entre 2010 et cette année. Sauf Kurt Angle qui est arrivé quelques années plus tôt. Des nouvelles superstars qui est pour moi la nouvelle génération qui là est en train d'arriver. Et il y en a d'autres bien sûr. Il y a les Wolves. Il y a la nouvelle génération. Elle est en train de monter le niveau de la TNA vu que c'est le circuit indépendant la nouvelle génération. Ils piochent sur le circuit indépendant comme fait Triple H et NXT. Donc le contraste entre les vieux, la nouvelle génération et ceux qui sont présents depuis des années et qui squattent les main events permettent maintenant de voir une TNA complémentaire. C'est-à-dire qu'on peut voir des noms que l'on ne connaissait pas, donc pour la nouvelle génération, on peut voir des noms que l'on connaît, et on peut voir des noms qui ont marqué la TNA, mais que peut-être fans de la WWE, fans de la ROH, fans de la New Japan, ou fans de n'importe quelle autre fédération de catch, vous ne connaissez peut-être pas, ou peut-être juste de nom. Et donc ça permet de toucher un large public, et ça essaye de remettre la TNA sur les rangs depuis quelques années. Et donc d'ailleurs, ça l'a remis sur les rangs. Pas tant que ça non plus, parce que malheureusement, il y a eu d'autres soucis, notamment un que j'évoquerai en toute fin d'émission, donc c'est-à-dire là. Mais au moins, voilà, ça a permis de faire survivre la TNA, et qui, je pense, la TNA risque de survivre encore quelques années grâce à ça. D'ailleurs, si cette vidéo vous a donné envie de voir la TNA, et si vous dites, mais tiens, peut-être que la TNA, en fait, ça a l'air d'être pas si mal que ça. Ou alors peut-être que vous en foutez un peu, mais ça, c'est pas grave. Hein. Et donc, pour ceux qui auront envie de regarder la TNA bientôt, ou peut-être déjà dès cette semaine, hein, vous pouvez, bon, bien sûr, le voir sur ma chaîne Sport, qui est une chaîne payante. Vous pouvez le voir sur des sites illégaux. Mais c'est illégaux, justement. Mais vous pouvez aussi aller le voir sur Wrestling Football, bien sûr. D'ailleurs, je demanderai à CEO s'il est possible de mettre le lien pour les shows de la TNA dans la description, afin que vous puissiez aller voir, mais c'est pas sûr que ce soit possible. Sinon dans ma vidéo que je mettrai que sur, enfin dans la vidéo que je mettrai sur ma chaîne, je vous mettrai quand même le lien si vous avez envie d'aller jeter un coup d'œil. Et donc, si vous voulez aller voir la TNA maintenant, sachez que c'est différent de la WWE. Déjà, il y a eu le retour du ring à 6 côtés. Donc ça change. Déjà, c'est un point changeant de la WWE. Ensuite, on n'a pas de longues storylines, de longues feuds qui durent des mois. Enfin, on en a quelques-unes, mais on a surtout du one-shot. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, je donne un exemple, c'est la rivalité pour le titre de la X-Division. Il y a Loki et Samoa Joe qui ont été en rivalité. 2 semaines après, on a eu Loki et Homicide. Homicide et Samoa Joe juste ensuite. Voilà, ça tourne entre des superstars. Et c'est un peu t'es challenger, soit t'es champion, soit tu vires. Et voilà, et les rivalités, elles durent pas longtemps, c'est du one shot, c'est des tournois, c'est des séries aussi, des séries de 5 matchs, des séries de 3 matchs, des séries à 2 victoires. Bon, principalement pour les titres. Après, pour les mini storylines, il y a quand même des feuds, c'est quand même construit. Même là, pour le titre suprême, c'est construit, mais il se peut que ça redevienne du one shot si Bobby Roode continue son règne. Donc déjà, c'est différent parce qu'il y a un style de ring que vous connaissez pas, et il y a le fait que c'est du one shot, chose que on ne voit quasiment pas à la WWE. 5 minutes. Et donc vous pouvez voir justement si vous avez envie d'aller voir Wrestling, si vous avez d'aller voir Impact Wrestling, vous verrez en champion de la X Division Samoa Joe, en champion poids lourd Bobby Roode, en rivalité avec ce que j'appelle la bande à Richou, Kenny King, MVP et Bobby Lashley. Vous verrez les Wolves. Alors là, les challengers des Wolves, pour l'instant, c'est les Hardys, donc Matt et Jeff. Mais il se peut que ça change si les Hardys ne prennent pas le titre. Et vous verrez Havok en champion des Knockouts, avec comme challengers, pour l'instant, Gail Kim, mais il se peut aussi que ça change. Voilà, alors par contre, voilà, donc il y a aussi des principales feuds. Donc je l'ai dit, la feud entre Bobby Roode et la bande à On a la Redneck Revolution, donc James Storm accompagné de Sanada
et de Manic qui essayent de recruter. Donc on les a vu essayer de recruter Eddie Edwards. Et là récemment, ils ont essayé de recruter Malabi Sheba, un nouveau catcheur indien. Donc il y a du recrutement qui est fait. Il y a une rivalité dite hardcore entre Bram et Magnus face à Divon et Tommy Dreamer. Ça aussi, pour l'instant, c'est une rivalité qui a l'air de tenir. Mais il se peut que dans quelques semaines, la rivalité s'arrête, vu que c'est du one-shot. Voilà. Par contre, le seul souci, c'est qu'il y a malheureusement des petits soucis de diffusion avec Spike TV. Bon non, il n'y a pas des bugs en plein milieu de la vidéo, non, je vous rassure. C'est juste que voilà, à partir du 26 novembre, il n'y aura pas de, enfin il y aura plus de TNA Impact, du moins de Taping TV de TNA Impact jusqu'au mois de janvier. Et donc ça sera des best-of de la TNA qui seront passés. Et donc voilà. Par contre, il se peut même que Spike TV ne diffuse plus la TNA en 2015, mais à ce moment-là, ça sera une autre chaîne qui risque de reprendre la main. Donc voilà, j'espère vous avoir donné envie de regarder la TNA et je vous dis à ciao, bonsoir.